Dans Cher Pôle emploi, Nora Philippe rassemble des lettres qu'elle n'avait su comment intégrer à Pôle emploi ne quittait pas. Documentaire sorti en 2014 où elle montrait la vie quotidienne des employés d'une antenne de cet organisme Pôle emploi, situé dans une cité de Seine-Saint-Denis à 12 km de Paris. Ces lettres de chômeurs ont été écrites par des chômeurs qui viennent d'apprendre qu'ils sont radiés du chômage ou bien qu'ils sont en passe de l'être. Ces lettres sont, selon les cas, rincées de désespoir et de malheur, traversées de sentiments d'abandon, d'injustice, de persécution, essoufflées de plaintes, de panique, d'humiliation, tracassées de solitude et de déprime. L'une ou l'autre, très rare, cherche une parade bravache, comme un chômeur qui envoie une lettre pour dire « J'ai trouvé du travail malgré vous ». Donc, je démissionne avec bonheur. Donc, une parade bravache ou un pieux mensonge, mais aucune n'est exempte de cette souffrance grave et incrédule qui est celle des parias de l'histoire, de notre histoire, celle que nous sommes en train de faire ou de laisser faire. Leur forme, leur maladresse, leur langue même attestent l'impuissance sociale, culturelle, existentielle de leurs auteurs face à ce qui leur est imposé. La présentation des lettres par Nora Philippe juxtapose systématiquement une copie de l'original à la version imprimée. Vous avez un exemple sur la photocopie, je ne lirai pas, vous lirez ça à tête reposée tout à l'heure. Au grain et la couleur du papier, au dessin irrégulier des lettres, à la maladresse de la mise en page, se devine l'écart abyssal qu'il y a entre elles et le cadre plastique, nickel et corseté des courriers administratifs qu'ils reçoivent, ou qu'ils ne reçoivent pas d'ailleurs, par la poste ou par email. S'oppose vraiment là une langue de plastique et une prose de paria. Les raisons de la radiation prochaine ou effective sont d'ordre divers. Avoir été absent à un atelier de formation, ne pas être allé à un entretien, n'avoir pas sollicité un intérim, avoir mal parlé à un conseiller, etc. En clair, manquer à l'une des obligations comportementales auxquelles doit se soumettre tout demandeur d'emploi radié ou menacé de radiation est donc une des causes de leur radiation possible. Il leur faut dès lors justifier à chaque fois une infraction au code pour éviter d'être privé de chômage, en sorte que chaque lettre réponde à un canevas narratif. Il y a reconnaissance de la faute, j'ai été absent, l'excuse, j'étais malade, la parade, j'ai un certificat médical, les conséquences, si vous me radiez, je vais être dans la dèche totale, et l'espoir, pourriez-vous revoir mon dossier. L'épistolier d'occasion n'a guère que 3 façons de défendre sa peau. Dire et prouver qu'il n'a pas reçu le message, dire et prouver qu'il était malade, dire et prouver que des accidents graves l'ont touché dans sa vie privée. Des bouts de vie durs se lisent alors dans des phrases comme celle-ci. Ce sont les 3 exemples que je vous mets au point 1, à la verso, ou au recto plutôt de la photocopie, où il est question de Nora Philippe. Première phrase, « Bonjour, j'ai demandé un autre rendez-vous du 5-3-13, n'a pas eu lieu à cause de mon fils bas âge. Il était malade, je ne peux pas sortir avec lui à cause du foie. » Première fois que j'ai vu ça, j'ai mis foie avec malade, je croyais qu'elle parlait de son foie. Non, en fait, ça ne peut pas sortir à cause du froid. Deuxième exemple, ce rendez-vous a été demandé par moi-même pour conseil, mais malheureusement je l'ai totalement oublié, j'ai quelques pertes de mémoire dues à ma dépression. Ou alors on m'a précisé que la convocation, ça c'est moi qui l'ai ajouté, du 22-4-13, et je la recevrai par courrier. Ce que je n'ai pas reçu, en revanche je l'ai eu par mail. Cela dit, je n'ai pas d'ordinateur, donc je consulte rarement mon dossier. Dans son introduction, Nora Philippe rappelle que Michel Foucault, dénonçant l'avènement d'une, je cite, civilisation de la trace écrite devenue prosplate, grise, qui vaut pour preuve et de son archivage systématique, que Foucault désignait du mot graphomanie, le rôle joué par l'instrumentalisation administrative de l'écrit, mise en œuvre par les pouvoirs politiques, judiciaires, économiques, culturels, scolaires, dans l'oppression et le contrôle des gens. La présence, en amont des lettres des chômeurs, d'une telle dictature bureaucrate se laisse sentir dans les formules où le chômeur s'efforce d'amortir la violence de la sentence qui le menace ou qui le tue, en excipant de sa connaissance des mots, des expressions, des tournures du langage administratif. Il en est ainsi, par exemple, dans les 3 phrases que je vous cite au point 2. Premier cas, j'ai reçu la convocation par message à mon espace personnel. Ici, ce qui marque la connaissance du code, c'est les doubles majuscules à message et à personnel. Phrase suivante, je n'ai ni rendez-vous avec vous, ni mon code personnel pour m'actualiser, donc ce qui peut entraîner des dysfonctionnements dans mon dossier. Code personnel, actualisez-moi, dysfonctionnement, mon dossier, tout ça renvoie au code bureaucrate. Par contre, vous noterez qu'il y a une petite expression qui renvoie à une forme d'érotisation affective. Je n'ai ni rendez-vous avec vous. Troisième exemple, il est apparu que plusieurs courriers m'ont été adressés. J'habite dans un milieu défavorisé. Le milieu défavorisé est déjà en soins à clichés empruntés, mais la tournure bureaucrate se remarque à l'impersonnel. Il est apparu que. En mimant ainsi les tournures de la prose de la domination et son lexique parastatique, le chômeur aux abois reste sur son terrain et l'avalise par défaut. Il faut bien dire que la machine est si énorme, si bien huilée qu'il n'a guère d'autre choix, mais je crois que ces inserts-là indiquent qu'il est très conscient de ce qui se passe.
En rupture relative avec un tel mimétisme sont les lettres les plus crues où des éclats bruts de la vie intime sont crûment exprimés, qui soulignent le plus nettement le divorce entre la vie réelle du chômeur et l'inhumanité de la rhétorique institutionnelle. Donc, éclat brut de la vie intime, un frère décédé, un mari envoyé en prison à la suite d'une bagarre, une crise de diabète, etc. Toute prose administrative, que ce soit celle de Pôle emploi ou celle de cette université, n'est jamais qu'une rédaction, autarcique sur le plan sémiotique et monologique sur le plan de l'énonciation, qui tente à l'autosatisfaction, il s'agit toujours de reconfirmer la charte ou la mission de l'institution, et qui tend à l'exclusion de l'autre, c'est-à-dire à exclure celui qui ne se soumet pas à la charte ou qui, volontairement ou involontairement, change la mission de l'institution par ce qu'il dit. En revanche, quelle que soit leur orthographe et leur ponctuation, la question n'est pas là, les lettres rassemblées par Nora Philippe, elles, sont à mes yeux bien de l'écriture, au sens noble du terme, c'est-à-dire une écriture littéraire, car dans l'expression même du drame qui les habite, elles montrent le mélange des émotions, des sociolectes et des raisons, et si elles n'ont pas la maîtrise de ce mélange, elles lui doivent au moins le fait qu'elles vivent et qu'elles sont bien la trace d'une subjectivité souffrante. Je passe au livre d'Anne David, Chronique d'une branleuse. Le titre même d'Anne David indique que ces chroniques d'une branleuse sont d'un tout autre ton. Il faut dire Anne David travaille dans les milieux culturels et artistiques et donc elle a une connaissance des codes écrits évidemment beaucoup plus forte que les chômeurs dont parle Nora Philippe. Le titre d'Anne David intègre un mot injurieux utilisé pour désigner les chômeurs. Et si vous allez voir Petit Robert vous donne le sens de branleur, personne qui ne fait rien de son temps, et le considère comme une extension du sens familier de personne qui se masturbe, ou bien de personne qui masturbe quelqu'un. Je signale à tout hasard que ce quelqu'un est restrictif. J'ai par exemple une copine qui a des charités canines. En l'occurrence, cependant, de cet exemple et de ce passage par la formulation sexuelle, les connotations sexuelles sont ici réactionnaires. Elles suggèrent que le branleur ou la branleuse, cherchant du plaisir en dehors d'un souci de procréation, ne jouit pas utile et par suite n'est pas dans la norme sociale et morale acceptable. Le chômeur actuel, quand il se fait appeler branleur, hérite des mêmes connotations. Il est inutile, il glande, dira la langue, il se la coupe douce tandis que d'autres travaillent et en plus il reçoit de l'argent pour ça. J'imagine, comme certains branleurs et branleuses professionnelles en reçoivent. Pardon, chaque séquence des chroniques d'Anne David comporte un titre, une image et un texte, ainsi que vous verrez dans les deux exemples que je vous ai photocopiés, je ne vous lirai pas non plus. Entre les titres, les images et les textes s'établissent des relations vivantes, décalées, souvent drôles, et la variété même des illustrations confère une légèreté et une humeur doucement rieuse aux pages. À la différence de celle des épistoliers de Nora Philippe, la prose d'Anne David est efficace et juste. Elle a des vivacités, elle sait décrire des colères et des amertumes, autant que des espoirs retrouvés et des illusions perdues. Si, grâce à des amis d'exploration professionnelle, à sa culture, à ses capacités créatrices, à ses talents de prosatrice, la chroniqueuse n'est pas à la ramasse, comme le sont éradiés de chez Pôle emploi, le chômage l'accable et la mine elle aussi. Les premières chroniques du livre indiquent la déstabilisation de la personnalité que le chômage engendre. Les textes en sont courts, leurs phrases rêches comme des brins arrachés d'une corde sèche. Sous le titre L'ambition, par exemple, en dessous de l'image d'un baromètre, le texte présente un curriculum vitae qui se casse progressivement en deux et qui met littéralement la subjectivité en miettes. C'est le premier exemple que je vous cite sous le titre Anne David. Voici ce curriculum vitae, responsable de la programmation, chargé de mission art plastique, responsable des services culturels, ça commence à se dégrader peu à peu, chargé de la communication pour un musée, ça se dégrade vraiment, assistante de communication pour un site de camping, photographe au Puy du Fou, point, naveuse de pare-brise. La chroniqueuse a beau avoir des ressources pour mettre les choses à distance, c'est d'ailleurs une des motivations de son geste d'écrire, le chôme-du s'insinue dans sa vie. L'écriture ne force cependant jamais ni les mots ni la note. Son caractère direct, sa simplicité jure avec le sentiment de catastrophe éprouvée. Mais ce décalage fait ressortir une fissure intérieure brisant le lien entre la subjectivité et la durée dont elle avait l'habitude de se constituer. Par ces moyens, le texte épingle un à un, et avec beaucoup d'acuité, les effets et réalités nues du chômage. Contenance désormais embarrassée, et de recommencer à fumer pour s'en redonner une. Obsession du manque d'argent qui vient et revient, je cite, comme un vertige nauséeux. Réception de bons conseils non demandés, comme la mère qui dit tout le temps « arrête de te plaindre ». Retour de souvenirs incongrus, perte de confiance en soi. Malaise face à diverses acceptations, comme le fait d'accepter une carte de réduction pour un abonnement à la piscine parce qu'on est chômeur. Refuge imaginaire, sensation de se trouver au cimetière du non-devenir quand les autres partent en voyage, en week-end, au restaurant ou en vacances. Aberration de Pôle emploi, comme chez Nora Philippe. Exploitation et climat des petits boulots. Routine usante de la recherche d'emploi. Téléphoner, rappeler, écrire, convaincre, produire. Téléphoner, rappeler, écrire, convaincre, produire, etc. tous les jours.
Tous ceux qui sont passés par là, ça a été mon cas, savent qu'il y a de quoi virer fou. Et pourtant, la branleuse passe à travers cette nuit sans jamais sombrer, ni dans la résignation, ni dans le ressentiment. Deux choses qui aident grandement. Premièrement, un stoïcisme volontariste et rieur. Quelque chose qui renvoie presque à Épictète. Si le mal qui vous atteint est en dehors de vous et que vous n'y pouvez rien, laissez tomber, passez à autre chose. Deuxièmement, et c'est le plus important pour moi, l'identification et la critique de ce que le texte appelle à juste titre l'idéologie de l'emploi. C'est l'un des points névralgiques de ce livre atypique. Pôle emploi n'est que le mur le plus proche d'une gouvernance sociale qui, d'un côté, exalte l'emploi comme une valeur absolue et irremplaçable liée à la réussite de la vie, et qui, de l'autre, fait du même emploi une chose, un machin sans qualité, qu'il faut obligatoirement demander et que, si l'on vous en procure un, quand bien même il est en dessous de vos qualifications et sous-payé, quand bien même il ne vous convient pas, vous êtes tenu de le prendre si vous ne voulez pas être exclu du jeu social, car désormais, la mesure de la pauvreté dépend du degré d'insertion possible d'un individu dans le corps social, c'est-à-dire de sa capacité de consommer. Tout cela mène donc Anne David à dire, bon voilà, moi je suis demandeuse d'emploi et à Pôle emploi, mais moi je continue à travailler. Et donc elle a continué à avoir des petits projets, soit bénévolement, soit avec le minimum qu'elle peut se permettre de toucher, afin donc de continuer à être ce qu'elle est. Et elle en arrive finalement à cette définition de la branleuse ou du branleur que je vous cite en point 2. Un branleur, c'est donc un travailleur sous-payé et surinvesti dont l'entourage ne comprend pas l'engagement. Pourquoi perdre son temps avec tant d'énergie pour si peu d'argent? Il supporte l'injustice de sa situation car il est convaincu que son travail correspond à une exigence existentielle. Alors, nous sommes là pour faire de la sociocritique, donc comme on nous dit dans le cahier qu'on vous a donné dans la pochette, il s'agit de mettre ça en relation avec la représentation du chômeur ou de la branleuse qui circule dans l'imaginaire social français contemporain. Bon, je dirais qu'au même titre que le sont des films comme 2 jours, 1 nuit des frères Dardenne ou 20 lois du marché de Stéphane Brisé, Cher Pôle emploi et Chronique d'une branleuse sont à mes yeux de petits livres importants. Avec des moyens différents, ils s'opposent en effet à cette représentation du chômeur qui, donnée pour réaliste et vraie, prévaut dans l'imaginaire social actuel. Généré par un mix de néolibéralisme et de conservatisme qui domine la scène idéologique depuis quelques 30 ans et dont les idées squattent désormais les gouvernements successifs, y compris les dits de gauche ou sociaux-démocrates, cette représentation fait du chômage une honte et du chômeur le responsable de son sort. C'est d'ailleurs une vieille ancienne, c'est la reprise du thème « Le pauvre est responsable de son sort » qu'on trouvait au XIXe siècle. Plus outre, le chômeur, sorte de grec intérieur, est tenu pour coupable d'une situation économique délétère dont par une inversion typique, il aurait suscité l'émergence et augmenté la dégradation. La propagande des partis de pouvoir, relayée par des médias de grande diffusion complaisants qui parlent avec les mêmes images et dans les mêmes termes que cette propagande, relayée par les sites d'opinion, par des tonnes de racisme social et de délation hargneuse dont Internet est la poubelle à ciel ouvert sur ce plan, relayée également par un détournement de ressentiment qui est l'apanage de l'extrême droite, tout cela est hautement responsable de cette mise au banc du chômeur. Pour les politiciens qui succèdent au château, le chômage est de plus dorénavant une donnée électorale de nature reptilienne, parce que ça flotte comme ça. À chaque élection, les candidats le voient qui ondulent sournoisement, la bête risque de leur nuire. François Hollande a récemment déclaré qu'il ne serait candidat à sa succession comme président en 2017 que si la courbe du chômage connaissait je cite, un infléchissement durable et continu en 2016. Ainsi va ce que j'appelle la société toxique, TAUX. Il y a un taux de chômage périodiquement évalué, la succession des taux reportés sur un graphique crée une courbe, il faut s'arranger pour qu'elle devienne séduisante, sinon elle reste le serpent du péché. Et tout reste ainsi dans une abstraction vulgaire, électoraliste, géométrique. Bien pire, sachez bien que si Hollande a dit ça, c'est qu'il sait qu'il peut l'infléchir lui-même, la courbe, s'il le faut. Il a très exactement 2 moyens pour cela. Le premier est de nature comptable. Il s'agit de changer la manière de dénombrer les chômeurs, de les compter. On peut par exemple ne plus compter dès lors ceux qui sont demandeurs d'emploi, ceux qui ont fait un stage de plus de 3 jours, ceux qui sont malades, ou bien décider qu'un chômeur qui ne chôme pas plusieurs mois continuellement parce qu'il a par exemple trouvé un intérim d'1 semaine n'est pas vraiment un chômeur, etc. Le second est de nature institutionnelle. Il s'agit de créer une administration dont le mandat et le fonctionnement traduisent structurellement la représentation du chômage dont je vous ai parlé. Créature sarkozienne avant d'être hollandaise, Pôle emploi est fait pour cela. Contrairement aux apparences, sa mission première n'est pas de faire baisser le chômage, elle est de faire baisser le taux de chômage, ce qui n'est pas la même chose. On peut très bien faire l'un sans l'autre. D'où les stages, les petits boulots, les intérims sans rapport avec la compétence et la formation des gens. D'où la surveillance hargneuse des chômeurs, d'où les radiations dont parle Nora Philippe. Plus il y aura de radiés, plus la courbe s'infléchira. Avec cela et quelques assauts sur le droit du travail dont se charge M. Macron, les présidents seront radieux. Ils pourront se représenter.
Et quelquefois, les chômeurs ainsi rejoignent les étrangers accusés d'être des profiteurs et de voler le pain des Français. C'est donc, par parenthèse, j'ai écrit ce texte-là en fait au mois d'août de cette année. Je vous signale qu'au mois d'octobre, Pôle emploi a changé ses manières de dénombrer les chômeurs. On a vu ça dans la scène de la théâtralisation de la parole publique, comme je l'appelle dans mes travaux sur l'imaginaire social, qui consiste à montrer M. Pujadas avec une courbe derrière lui. Donc, au mois d'octobre, on vous a dit soudain que le chômage vient de baisser avec un infléchissement durable. C'était une blague. En fait, il ne comptait là-dedans que les chômeurs, les demandeurs d'emploi de niveau A. Or, en France, il y a 5 niveaux, ça va jusqu'à E. À E, ce sont ceux qui ne font plus aucune démarche parce qu'ils sont découragés. Donc, il suffit que vous ayez ici, au niveau A, disons pas 20 000 chômeurs qui, soudain, au sortir des vacances, sont découragés de ne rien trouver, et la courbe s'infléchit. Deuxièmement, récemment, je disais donc Pôle emploi peut surveiller davantage, c'est ce qui vient d'arriver il y a 3 semaines à peu près, puisque donc, l'organisme a maintenant reçu la permission d'aller vérifier dans les comptes en banque des gens s'il n'y a pas de mouvement de capitaux qui indiquerait qu'ils ont un travail qui est payé ou pas. Il y a aussi une surveillance des factures téléphoniques. Bref, voilà, donc c'est à mon avis cette ignominie donnée pour la réalité, que des livres comme ceux de Nora Philippe, Anne David ou Sophie d'Ivry, que je vous recommande quand le diable est sorti de la salle de bain, qui vient de sortir il y a un mois, que des livres comme ça combattent. Et ce serait à mon avis collaborer avec l'ignoble que de ne pas le faire savoir.